Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il y a les petits, les gros, les véniels, les par omission, les détas, les frauduleux, les mensonges font la une de notre émission avec les invités du grand débat, Christian Demille et Didier Barrault. Ils leur consacrent un super livre pour les enfants. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est aujourd'hui un anniversaire, les 95 ans du premier film parlant, en l'occurrence premier film chantant. Certains enseignants l'utilisent dans leurs cours, on verra comment. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Récré casse-tête aujourd'hui. Et puis enfin, nous avons rendez-vous, comme chaque semaine, avec notre nutritionniste et diététicienne Sandra Ferreira pour son plateau repas. Elle va vous parler cœur, pas celui qu'on mange, celui qui bat là et qui peut être menacé si on s'alimente mal. Vous restez avec nous, la quotidienne de School TV. C'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Grand oral. Il existe une toute petite période de l'existence où on ne ment pas, jamais, à peu près jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Il faut dire qu'on en a assez peu les moyens, puisque pendant une partie de cette période, on ne sait même pas parler. Et puis alors après, ça se gâte. Alors ça se gâte ou pas, parce qu'après tout, certains mensonges peuvent servir des causes qui les justifient. Je vous propose aujourd'hui de feuilleter un super bouquin ensemble, livre pour enfants, qui s'appelle Le Grand Livre des Gros Mensonges de Christian Demille et Didier Barrault. Invités de ce grand oral, ils sont venus en force. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et je précise que ce livre est publié chez Actes Sud Junior et illustré par Frédéric Rebena. 25 mensonges de l'Antiquité à nos jours. Déjà, vous les avez choisis comment ? Non, je vais pas mentir. On les a choisis sur certaines thématiques. Par exemple, disons le plus simple, c'est le sport. Parfois le sport qui ment, mais aussi celui qui fait des exploits. Sur d'autres thématiques qui sont liées à des grandes arnaques qui sont tellement inimaginables. Genre, tiens, on va vendre la Tour Eiffel. Exactement, deux fois. Voilà. Et la mythomanie en général. Et la mythomanie. La mythomanie. Il y a beaucoup d'usurpation d'identité dans votre histoire. Mais peut-être déjà avant, pourquoi vous avez eu l'idée ? Vous avez publié plein de bouquins pour enfants l'un et l'autre, vous en avez édité. Oui. Pourquoi cette idée de s'intéresser aux mensonges ? Parce que c'est le truc de l'enfance. Alors c'est ça, en fait, exactement. Au départ, c'est le truc de l'enfance, c'est fascinant. Après, c'est le plus grand dénominateur commun de l'humanité. On ment tous pour se tirer d'affaire, pour essayer à peu près d'arranger les choses. Mais ce qui nous intéressait, c'est de dire comment on passe du simple mensonge utile ou juste parce qu'on est dans notre imaginaire à un mensonge à plus haute échelle et qui peut avoir des conséquences même dramatiques dans l'histoire ou importantes en tout cas. Et on s'est rendu compte que on était nous-mêmes épatés en commençant à chercher, à enquêter un peu. En fait, il y a des choses qu'on connaissait, mais des choses nous ont vraiment surpris. Au point qu'on s'est dit, comme c'est pas possible, c'est trop gros, et si c'est possible. Et donc, en ce moment. Parfois, il y a un petit côté, plus c'est gros, plus ça passe. Dans votre fait, c'est ça. Ah, mais tout à fait. Et alors, notamment dans les usurpations d'identité, il y en a plein. Alors, il y a Martin Guerre, l'histoire est un peu connue, on est au Moyen-Âge. Il y a eu un film avec Depardieu. Donc, oui, c'est au Moyen-Âge, dans un petit village, un homme, pour des raisons de conflits familiaux, décide de partir à la guerre. Il revient 15 ans après, mais entre-temps, quelqu'un qui lui ressemblait fortement a usurpé son identité au point que même sa femme, la femme de l'ex-Martin Guerre, a pu se tromper et cru, et ça aussi c'est intéressant parce que qui dit mensonge, ou voulu croire, parce que qui dit menteur dit dupe. Il faut que l'autre le croie. C'est ça. Et en fait, on se rend compte que le mécanisme du mensonge n'est pas juste le fait de quelqu'un qui ment, c'est un jeu à deux ou à plusieurs. Il faut vouloir croire ou peut-être que ça nous arrange de croire à un moment donné quelque chose, et dans ce cas-là, Martin Guerre a pu complètement usurper l'identité et vivre la vie de l'autre sans problème jusqu'à un certain temps, parce que c'est très mal fini. Une usurpation littéraire aussi, après on va passer à l'anti-sèche, Gary Ajar. Alors là, je m'usurpe moi-même. Alors ça, et je finis par m'y perdre. C'est un mensonge qui ressemble plus à un pied de nez qu'un mensonge. Ouais, c'est ça. Un canular. Un canular. Voilà. Ouais. En disant, j'ai eu effectivement un premier prix Goncourt. La critique me boude. Voilà. La critique me boude. Je pense que je suis arrivé à un certain niveau où je ne peux plus faire mes preuves. Voilà. Il n'avait peut-être pas un très grand moral et il se dit.
Finalement, je vais faire une sorte de pied de nez. Je rebats les cartes, je m'appelle Émile Ajar. Exactement. Et je regagne le Goncourt finalement. Voilà. Oui. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est que cet auteur anonyme, c'est son petit-neveu, Ouais, Pavlovitch. Qui a joué le qui a joué très très bien le rôle, d'ailleurs dans les médias, d'ailleurs devant Pivot. Et tout le monde s'est perdu dans cette histoire parce que lui-même, à force de jouer l'auteur connu, il s'est pris au jeu forcément. Exactement. Et c'est très compliqué. Allez, c'est un de ces 25 gros mensonges qu'on trouve dans le grand livre des 10 de Christian Demilly et Didier Barros, sont les invités de notre grand oral. Alors nous aussi on triche, on ment un petit peu, mais on assume. Donc par exemple la rubrique là, on l'appelle l'anti-sèche, Emma Guessel. Oui, pourquoi je vous vends? Évidemment que je vous vends. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là? Montrer à la caméra. Il y a une anti-sèche. Ah ben voilà, elle ne sait pas tout par cœur. Oui, c'est vrai. Il y a tout pile 95 ans, Emma sortait le premier film parlé au monde, Le chanteur de jazz, passage du film muet au film parlé. Et cela, on l'étudie à l'école. Et oui, Le chanteur de jazz d'Alan Crosland, sorti le 6 octobre 1927. Une révolution, bien sûr, pour le cinéma. Mais avant cela, on a tous au moins vu un film muet quand on était à l'école, au collège notamment. On se rappelle en général du personnage de Charlot, de Charlie Chaplin. Il n'y avait pas vraiment de cours dessus, mais c'est très courant, et on le comprend, de faire regarder des films aux élèves pour permettre de rendre une notion plus concrète. Charlie Chaplin, typiquement, tous les élèves entendent forcément parler du film Les Temps modernes, où Chaplin dénonce l'aliénation générée par le travail à la chaîne, mais également par le système économique capitaliste en général. Moi, par exemple, j'ai vu ce film en cours d'éco et je me souviens que ça m'avait marqué, film qui est sorti en 1936. Donc ça veut dire, si je vous suis bien, 36, qu'on faisait du muet après avoir commencé à faire du parlant, puisque c'était 10 ans avant Le chanteur de jazz. Tout à fait. Ça sera d'ailleurs le dernier film muet de Charlie Chaplin, avec l'emblématique personnage de Charlot. Charlie Chaplin, lui, réussira à se reconvertir dans le cinéma parlé. Mais c'est pas du tout le cas de toutes les vedettes du cinéma muet de l'époque. Et oui, et ce passage du muet au parlé, il est parfois un petit peu compliqué. Certains élèves ont l'occasion de l'étudier grâce à un film très très drôle. On voit une comédienne qui essaye de passer de l'un à l'autre, c'est Singing in the Rain. Chantons sous la pluie, oui, film sorti en 1952, réalisé... I'm singing in the rain, just singing in the rain. Merci. C'est le jukebox de l'émission. Je ne résiste absolument jamais. Donc le film sorti en 1952, réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly, qui joue dedans également avec Debbie Reynolds, aussi Charis encore. Culte pour plein de raisons, hein, déjà pour les chansons, Singing in the Rain, Good Morning, Good Morning, Good Morning, Good Morning. Dun, dun, dun. C'est mon film préféré, donc je connais super bien. Exactement ce moment charnière en fait. Tout à fait, ça se passe précisément en 1927, au moment de la sortie du chanteur de jazz. Le film est d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises par les personnages. Et dans Chantons sous la pluie, on a tout. Comment ce passage du muet au parlé est vécu par Hollywood, la complexité de jouer en parlant, la question du son, la question du doublage, de la synchronisation. Donc si vous ne l'avez pas vu et que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, car c'est presque un film documentaire pour comprendre ce qui se passe à l'époque. Et je sais que certains profs le montrent dès le collège, et ça peut être en cours de français comme en cours d'histoire. Et Chantons sous la pluie, c'est aussi un film qui magnifie le genre même de la comédie musicale. Mais oui, et d'ailleurs, Le chanteur de jazz, c'est considéré comme le premier film parlant, mais aussi comme la première comédie musicale. Le genre se développe à partir des années 20. Il y aura énormément de films qui deviendront cultes, tous les films avec Fred Astaire, Shall We Dance, l'entrepreneur Monsieur Petro, Frank Sinatra, et puis un peu plus tard, d'autres comédies musicales qui deviendront cultes. West Side Story, que j'ai trouvé dans un manuel de français, par exemple, comme un remake de Roméo et Juliette, ou encore une comédie musicale plus récente, Hamilton, qui a été créée en 2015. Succès dingue. Comédie musicale préférée de Barack Obama, je crois. Voilà. Il avait fait un succès mondial. Succès dingue. C'est le portrait Hamilton de l'un des personnages clés de la guerre d'indépendance américaine, période qu'on étudie désormais en seconde. Et Hamilton, pareil, je l'ai trouvé dans un manuel d'histoire, preuve encore une fois que l'art, et en l'occurrence le cinéma, peut rendre des notions d'histoire très concrètes pour les élèves. Et ça, ce ne sont pas Christian Demilly et Didier Barrault qui diront l'inverse. Merci beaucoup Emma, on va se retrouver pour la récré. Oui. Et pour l'instant, reprise du grand oral. On va mentir. 25 gros mensonges de l'histoire. Ils ont été recensés par Christian Demilly et Didier Barrault dans l'album qu'ils publient chez Actes Sud Junior. Dedans, il y a des mensonges pour faire le bien ou pour défendre aussi des causes justes. Il y a une très belle histoire que je ne connaissais pas. Pourtant, j'aime bien le cyclisme. Alors, c'est un champion que les moins de 20 ans et même d'un peu plus ne peuvent pas connaître. C'était Gino Bartali. Mais peut-être un tout petit mot du champion qu'il était et surtout de ce dont on a découvert qu'il avait fait
mais à sa mort quasiment. C'est une histoire qui est assez fascinante. En fait, ce cycliste était comme beaucoup souvent dans le cyclisme avant, mais peut-être encore maintenant, venait d'un milieu très modeste, paysan, comme Poulidor par exemple, et surtout très catholique. Ça a son importance. Et en fait, tout d'un coup, il se trouve à travailler dans un magasin de vélo, de réparation de vélo, et ça devient sa passion. Et il devient un très grand champion. Et avant la Seconde Guerre mondiale, il gagne la compétition reine à l'époque, même encore aujourd'hui, le Tour de France. Et il se trouve que c'est en 1938 qu'il gagne le Tour de France, et à l'époque, les équipes étaient nationales. Donc, c'est l'équipe d'Italie et voilà, équipe de France, équipe d'Italie. Et donc, on arrive en France sur la génération de Louison Bobet, tout ça. Tout à fait, voilà. Ce n'était pas des marques comme aujourd'hui, c'était national. Et donc, Mussolini, qui est au pouvoir à l'époque, décide d'en faire la vitrine du fascisme naissant, triomphant même plutôt, oui. Et il demande à ces cyclistes de faire le salut fasciste, main tendue, qu'on connaît bien, et lui fait un signe de croix. Comme un signe de révolte et de rébellion, parce que ce ne sont pas ses valeurs. Il a des valeurs, c'est le catholicisme, ses valeurs humanistes. Et alors non seulement ça, mais vous le racontez, pendant la guerre, il demandera à être affecté dans les pelotons de cyclistes de l'armée italienne, et il va en profiter non seulement pour passer des messages, mais il va sauver des juifs. Il va sauver des juifs, et beaucoup. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que comme il est respecté et que son affectation lui permet de faire beaucoup de kilomètres, il va cacher dans le cadre de son vélo des papiers, de l'argent, pour faire sortir des juifs d'Italie et leur sauver la vie, littéralement. Et il en sauve je ne sais même plus combien, mais peut-être 800, je crois. C'est énorme. Avec l'aide d'un rabbin et d'un curé ou d'un prêtre, je ne sais plus. Et après-guerre, il reprend la compétition. Il va regagner un Tour de France en 48. C'est un des grands... c'est la génération des Bartali, Koblet, etc. Enfin, c'est les grands... La génération où ceux d'avant se souviennent. C'est des histoires mythiques du Tour de France. Il ne dit jamais rien. Jamais. Il faut quasiment attendre sa mort pour qu'on découvre ce qu'il a fait. Injuste. Alors injuste pur, parce qu'en fait, ce qu'il leur a dit à la fin, quand il finit par dire finalement ce qu'il a fait, il dit que le bien, ça se fait, ça se dit pas. Voilà. Je trouve ça magnifique. Bon allez, on vous souhaite et on se souhaite à tous c'est ce que j'allais dire, de mentir comme ça. Ouais. Le mensonge est pour moi un signe d'intelligence, une adaptation que l'on retrouve chez l'homme, comme chez des espèces aussi diverses que les dauphins, les corbeaux ou certains primates. Je vous cite là Jean De Séty, qui est professeur de psychologie et de psychiatrie à Chicago. Ils sont intelligents, les menteurs ou les menteuses dont vous racontez des histoires? À mon avis, il faut en avoir. Et donc, je crois que l'imagination est une forme d'intelligence. Et puis ce sont des constructions complexes parfois. Et ce sont des constructions complexes, très complexes. Et il faut... C'est comme un plan, c'est comme une sorte de scénario. On parlait de film tout à l'heure. Il faut construire, c'est-à-dire comme dans un roman, comme dans un... Ouais. C'est un récit. Et eux-mêmes se font probablement, on les a pas connus, mais probablement ce récit, ils doivent le cultiver, ils doivent le travailler énormément, ce récit. Donc oui, à mon avis, c'est une preuve d'intelligence, oui. En tout cas, c'est des littéraires. Oui. Il y a une opération qui s'appelle l'opération Mincemeat. Là encore, on parle des mensonges. Alors, pour faire du bien. En tout cas, du point de vue des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a fait l'objet d'un film d'ailleurs assez récemment, cette opération Mincemeat. On va créer on va prendre un cadavre pour essayer d'intoxiquer les Allemands, en leur faisant croire qu'on va débarquer à un certain endroit alors qu'on débarque à un autre. Oui. Alors, oui, Mincemeat, alors, je crois en français c'est Chirapaté, hein, ouais, c'est ça. Alors c'est pas un très joli nom pour cette opération. C'est une opération assez incroyable. C'est-à-dire il faut avoir l'esprit totalement tordu pour imaginer ce type de scénario. En prenant donc l'histoire, c'est d'éviter que les Allemands... Enfin, c'est... De faire croire aux Allemands qu'on va débarquer. On débarquer en Sicile, alors qu'on va débarquer en Sardaigne. Pour ça, il faut effectivement... ils prennent un cadavre, le transforment en faux soldat anglais porteur de documents très confidentiels, le font échouer sur une plage. Colin Firth, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est le font échouer sur une plage en leur donnant toute une vie imaginaire, une petite copine. Y compris une amoureuse, c'est ça. Avec ses photos. Ses photos, tout un passé. Et après, on passe sur les détails parce que c'est très compliqué, parce qu'il fallait qu'on... Et puis, il faut lire le bouquin. Voilà, en tout cas, il y a
une tombe quelque part de ce monsieur qui était mort, hein, puisqu'évidemment on a pris il un est cadavre, déjà mort. et qui aura toujours ignoré que son cadavre aura aidé à gagner la Seconde Guerre mondiale. Ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. On fait une petite pause récré, ça vous va? Ça me va. Allez, pause récré, on va retrouver Emma Elfreti. Vous allez comprendre pourquoi. Emma, vous allez nous casser la tête. Mais exactement, on va jouer à un jeu pas si facile que ça, Emmanuel. Exactement, le casse-tête. Je vous en ai ramené. Alors ceux-là, ils sont pour tout âge. Ils sont censés être pour tout âge. Mais je peux quand même vous dire que ça m'a pris tout le week-end et que c'est quand même très compliqué. À commencer plutôt quand on est ado. Vous voulez essayer? Bah, Voilà. pourquoi pas. Et bah c'est parti. Mais vous êtes Ah. peut-être trop jeune. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ah oui, alors, Alors, Il faut les qu'est-ce qu'on séparer. va je faire? vous laisse essayer. Alors il faut, vous voyez, il faut séparer les deux. Vous êtes magnifique comme ça. Vraiment, je vous vois. Il faut les séparer? Bah oui. Bah, c'est Allez, super Emmanuel, facile. allez-y. Mais c'est Hop, c'est bien fait. sûr. Ouais. Alors Ah, mais c'est parce qu'il faut il faut une formule magique. Voilà. Ouais. Bon, alors... Non mais c'est pas possible. Non, mais t'as triché. Ah, Non, bravo. non, je ne triche pas, je m'en. Wingardium, Leviosa. Vous voulez que je vous le fasse? Je me suis entraînée sur celui-là. Ah Non, oui, non, allez-y, mais champion, là. Attends. Mais Moi, j'ai c'est des alliés. dingo. Moi, je joue en équipe. que moi je le maîtrisais celui-là et juste avant de commencer l'émission, j'arrivais plus. Moi, j'ai eu le plus compliqué. Hein. C'est ça. C'est pas juste. Ah, regarde. Hein. Non mais attendez. Bon, là, On a un QI. J'arrête là, c'est trop bien. Non, mais faites le troisième à ce compte-là quand même. Je préfère rester sur une bonne impression. Mais en réalité, il est super dur celui-là. Comment vous l'avez eu? Facile. Vous en avez fait souvent. Écoutez, en tout cas, c'est des jeux qui rendent accro, non? C'est fou. Mais oui, en tout cas, c'est ça. Si vous cherchez un jeu qui les rendra accros, c'est parfait pour les enfants. Pas pour les enfants, apparemment. Oui, pas que pour Non, mais les bon, enfants. c'est un Mais vous commentaire êtes en un passant. grand pro, je suis impressionnée. Spécialiste du casse-tête mondial. Ah ouais, bah, je vois ça. Vous nous aviez caché ça. Alors, donc, pour les enfants, ça développe leur concentration, leur attention. Le casse-tête, c'est vraiment parfait. Alors, je vous dis pas qu'il y aura pas un petit moment crise de nerfs, sauf pour vous, apparemment, avec j'ai du dit casse-tête de l'autre côté de la pièce, parce que clairement, pardon, mais ça m'est arrivé au moins 10 fois en essayant de les il résoudre, était tellement cassé, c'est le mien. énervant. Je pouvais pas le faire, vous l'aviez Attendez, cassé à celui-là, force il de le est jeter. super dur, quoi. Comment vous avez fait? Mais bon, Bon, en tout alors. cas, si vous avez l'esprit de revanche, comme moi, vous y reviendrez forcément pour tenter de résoudre l'énigme. Mais justement, pour que votre enfant ait envie de relever le challenge, ne choisissez pas des casse-têtes trop difficiles, sinon il se découragera vite. Il faut y aller progressivement. Typiquement, dans les casse-têtes que je vous présente aujourd'hui, la difficulté augmente plus on avance dans le jeu. Bon, pour vous, c'était facile de toute manière. Ouais. Ouais, et vous allez me dire tout ça est très bon pour le cerveau, évidemment. Mais oui, ça permet Comme vraiment toutes les de- activités que vous nous proposez à la récré. Mais tout à fait. Je ne fais que des choses intelligentes. Pour, Ouais. parce- voilà. Donc voilà, stimulation du cerveau, faire travailler la motricité, aiguiser le sens de l'observation et bien sûr développer la patience, que je n'ai pas du tout, oui, et que vous avez. Ouais. Et dernière info, alors selon des chercheurs américains du département de psychologie de l'université de Chicago, les enfants qui en feraient régulièrement auraient plus de facilité en maths à l'école. Vous étiez bon en maths à Je l'école? n'ai qu'un Oui. mot, si vous s'explique. Ah bah c'est ça. Il est énervant. J'aime bien votre bouquin, mais vous êtes un peu énervant en vrai comme invité. Emma. J'adorais les maths. Bah c'est pour ça. Et ben voilà. Merci Emma. Merci. C'est peut-être un gros mensonge, hein. Parce que Ouais, je vous c'est signale possible. qu'ils ont écrit ça quand même. Allez, on va continuer à parler. Grand oral, la suite. L'esprit de l'homme est ainsi fait que le mensonge a 100 fois plus de prise sur lui que la vérité. Et aide-moi cette phrase. C'est beau. C'est beau. Ok, vous en doutez, vous avez raison. C'est d'Erasme, éloge de la folie. Non, mais j'aurais essayé, puisque tout le monde ment maintenant. 1509. Christian Demilly et Didier Barrault, Le mensonge accompagne l'histoire. Vous avez écrit ce grand livre des gros mensonges chez Actes Sud. Il y a aussi une accélération aujourd'hui avec les fake news. Et puis aussi le fait, alors on ne sait plus très bien à quel saint se fier ou à quel scientifique se fier. Vous racontez par exemple l'histoire de l'homme de Piltdown. Et donc on voit que les scientifiques mentent aussi. Oui, les fake news, ça a cette vertu, si je puis dire, de pouvoir émaner de n'importe qui, d'un gouvernement, d'un scientifique ou de quelqu'un de lambda sur YouTube, enfin peu importe, ça émane de partout. Et là, effectivement, sur l'homme de Piltdown, on ne sait plus trop finalement qui a menti au départ, si mes souvenirs sont bons. Mais toujours est-il que c'est la découverte du fameux chaînon manquant, c'est-à-dire le premier être humain qui aurait jamais existé, le chaînon manquant entre les primates et l'homme. Et en fait, il s'est avéré que ces ossements qu'on a trouvés, dont tout le monde s'est entiché,
était en fait une espèce de joyeux mélange d'un crâne de chimpanzé, avec des dents limées pour faire croire que c'était un homme. Oui, tout à fait. Et un bout de crâne d'un homme du Moyen-Âge. Une espèce de composite. Voilà. Mais à un moment, il y a une espèce de vérité scientifique qui essaie de se constituer, qui est un mensonge. Et parce qu'on cherche, en fait, je pense que ça correspond à des attentes. Et quand il y a une attente de chercher le chaînon manquant, si on apporte une solution simple, facile, on a envie de se dire que c'est possible et que c'est vrai. Et en fait, ça travaille les cerveaux. Et c'est lié aussi à l'époque, parce que l'époque découvrait, c'était dans les années 50, non, à la fin du 19e. Oui, le début, oui. Oui. Voilà. Et là où on trouvait... C'était le naturalisme, Comte, etc. Voilà. Et donc, je pense que des scientifiques ou des ingénieurs ont voulu trouver la solution, puisque cette nouvelle science était à la mode. Et donc, les gens voulaient être dans le wagon, si je puis dire. Sur le fait de vouloir croire, hein, il y a une histoire que vous rappelez qui est assez extraordinaire, c'est les amours nifleurs. Vous avez connu ça, vous êtes trop jeune. Je sais pas. Racontez à Emma les amours nifleurs, c'est formidable. On est sous Pompidou, c'est ça, ça commence, ça se termine sous Giscard, mais ça commence sous Pompidou. Exactement. Ouais, et ça se termine sous Giscard. En fait, alors la France, comme on le sait, vous ne savez peut-être pas, mais n'a pas de pétrole, mais a des idées. C'était le slogan à l'époque. Et en fait, dans l'idée de trouver de nouveaux gisements de pétrole, c'était tellement une volonté que des petits malins ont profité pour présenter une invention qui était une espèce d'avion qui pouvait repérer les gisements à grande distance. Et alors évidemment tout le monde se jette dessus. Ils baptisé les avions renifleurs. Ils auraient qui reniflaient le pétrole comme ça, je sais pas comment. Grâce à une sorte de radar. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand même que des gens qui ont des bacs plus 28, enfin, Pompidou est normalien, Giscard est polytechnicien, etc. C'est et sans parler des entourages, c'est tous des cerveaux rationnels, cultivés, éduqués. Ils vont quand même signer des gros chèques pour développer ce système qui est un truc délirant, quoi. Créé par deux zozos. En plus, oui, alors, parcours, on va pas le faire ici, mais c'est n'importe quoi, c'est des branquignoles. Mais je crois que c'est intéressant ça, parce qu'en fait, je crois que la culture, le savoir et le mensonge ne sont pas antinomiques du tout. En fait, sinon ça saurait s'il y avait que des... Ça renvoie à la notion de croyance, tout ça. Voilà, et donc la foi et la science, bon. Et puis alors parfois, quand on parlait de fake news, il y a des médias qui se battent entre eux, et notamment autour de... C'est l'histoire d'Orson Welles et de la guerre des mondes, que vous rappelez. Et alors là, j'allais dire, il y a un mensonge dans le mensonge. C'est-à-dire qu'on est nombreux à voir dans l'idée qu'Orson Welles a créé une panique monstrueuse en racontant à la radio américaine que les extraterrestres arrivaient, mais que c'était en fait une mise en onde du roman de Wells, donc pas Orson, mais H.G. Wells, La guerre des mondes. Mais en fait, il s'est quasiment rien passé. Ce jour-là, c'est la presse écrite qui a gonflé l'incident, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et on a encore en mémoire ce vent de panique qui s'est propagé aux États-Unis, alors que c'est l'émission de Wells n'a eu qu'un très petit nombre d'auditeurs. Et c'est la presse écrite qui veut dire que la radio, c'est pas sérieux, qui a dit, oh là là, regardez les dangers de... Voilà, en disant, les gens sont crédules, on peut leur faire croire. Voilà. Quoi, c'est faux. On croirait un article de presse écrite sur Internet il y a 20 ans. C'est une sorte de mise en abîme. Ouais, mais c'est ça, c'est une sorte de mise en abîme. C'est-à-dire qu'en disant qu'on croit n'importe quoi, on fait croire n'importe quoi. Voilà. Alors moi, je vais vous faire un truc qui n'est pas un gros mensonge. Franchement, regardez-moi là, les yeux dans les yeux. C'est un super bouquin. Voilà. Donc pour les enfants, à partir de quel âge d'ailleurs? 9-10 ans? Ouais, voilà. Oui, 8 en lecture accompagnée, mais ça, voilà. plutôt 10 ans, parce qu'il faut avoir... Il faut avoir 2-3 repères quand même. Ouais, c'est ça. Hein, Allez, 8 en lecture accompagnée, 10 ans. C'est bien de le lire à l'école aussi parce qu'il y a plein de trucs qui croisent l'histoire. Didier Barrault, Christian Demilly, c'est illustré par Frédéric Rebena, le grand livre des gros mensonges. C'est chez Actes Sud Junior. Emma, merci beaucoup. Merci. Vous restez, si vous voulez bien, avec nous. C'est le jour de notre chronique Plateau Repas. Ça vous passionne, vous allez voir. Sandra Ferreira va nous rejoindre. Sandra. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous allons parler cœur aujourd'hui avec vous. Sandra Ferreira, vous êtes notre diététicienne et nutritionniste. Exactement. C'est le plateau repas. Cœur. 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 Pourquoi on va parler cœur? Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui la journée mondiale du cœur. Et ce dont vous allez nous parler, c'est quand même très très sérieux. Ce sont les risques de surpoids chez l'enfant
dans le développement des maladies cardiovasculaires. Déjà, cette journée mondiale du cœur, qui l'organise? Alors, c'était la semaine dernière, d'ailleurs, Emmanuel. Ouais. C'était organisé par les organisations membres de la Fédération mondiale du cœur dans près de 100 pays. Et ils ont mis en place des activités éducatives pour justement qu'on prenne conscience de ces problématiques-là, pour se sentir concernés. Activité éducative, c'est-à-dire qu'il a fallu se fatiguer un peu. Alors, il y a eu des milliers de personnes qui ont fait quoi? Éducative, généralement, on fait du sport. On fait du sport, on mange bien. Voilà. Donc, les deux d'ailleurs même. De la marche, des courses, des séances de corde à sauter, plein de petites choses. On pouvait faire des bilans de santé pour s'informer sur les modes de vie bénéfiques. Et puis, il y avait des débats scientifiques, des expositions. C'était plutôt sympathique. Et je crois que cette journée mondiale, la semaine dernière, donc, était axée sur les enfants, les ados et notamment les maladies cardiovasculaires, pour une bonne raison. Et oui, alors sans vouloir être alarmiste, et un peu quand même d'ailleurs, il faut savoir quand même que les enfants qui souffrent de surcharge pondérale ont 3 à 5 fois plus de risques d'être victimes d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux ou de crise cardiaque tout simplement, d'infarctus du myocarde avant l'âge de 65 ans. Et là, ça devient préoccupant. Il faut savoir que nous, en tant qu'adultes, il y a 4 causes en fait de ces maladies cardiovasculaires. Ça va être l'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation de tabac et le manque d'activité physique. Mais on a remarqué que ça nous arrive de plus en plus tôt en tant qu'adultes. Alors concrètement, que peut-on faire? Lutter déjà contre ces 4 causes? Alors déjà, lutter contre ces 4 causes. Donc on sait que chez l'enfant, l'idéal c'est qu'il mange équilibré et qu'il ait de l'activité physique et si possible qu'il ne se mette jamais à fumer. Ça c'est si on a de la chance pour devenir des adultes en bonne santé. Alors comme je l'ai déjà dit dans les précédentes chroniques, manger équilibré, c'est avoir un peu tous les groupes d'aliments. Je répète. On se souvient là. Alors petit rappel, viande, poisson, œufs, pas trop chez l'enfant. Les légumes, les fruits, c'est très important d'en avoir chaque jour, d'avoir une source de féculents qui peut être du pain bien évidemment, un peu de matière grasse, il ne faut pas les supprimer, des produits laitiers et un petit peu de produits sucrés ajoutés, mais juste un petit peu. Alors c'est la théorie. C'est la théorie toujours, on sait qu'en pratique c'est toujours... On peut y arriver, il faut s'organiser. On peut y arriver, c'est l'organisation. Effectivement Emmanuel, l'organisation, c'est pas insurmontable non plus, mais surtout aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'était surtout d'encourager les enfants à la pratique d'activités physiques régulières. Pourquoi? Parce que près de 2 tiers des enfants dans le monde ne sont pas suffisamment actifs pour rester en bonne santé. 2 tiers. Est-ce que vous avez un truc pour les y encourager? Parce qu'une fois qu'on leur a dit être actif, ça marche pas forcément comme ça. J'ai plein de trucs. Alors c'est vrai que quand on dit actif, c'est pas forcément faire du sport à tout va. Être actif, ça peut passer par des choses très simples, juste pour qu'il soit un peu moins devant l'écran. Quoique Emmanuel, on verra après que être devant l'écran, ça a du bon parfois. Je l'ai toujours dit. On verra si c'est pour les mêmes raisons. Bon, d'abord, déjà, quand tu es devant l'écran sur School TV, en train de regarder la quotidienne et d'écouter vos chroniques. Surtout ça. Ça, c'est excellent. Alors, premier point essentiel, faire du sport ou une activité doit rester un plaisir chez l'enfant. Il ne faut pas que ça devienne une punition. Il suffit d'aller à pied ou à vélo à l'école ou monter les marches plutôt que de prendre l'ascenseur. Ça, on le dit depuis toujours, mais c'est important de le répéter. Et chers parents, n'oubliez pas que vous êtes l'exemple de vos enfants. Donc, c'est sûr que si vous prenez l'ascenseur tout le temps, l'enfant ne va pas trop comprendre pourquoi. Oui. C'est l'exemple. Je m'étais dit souvent en plus, c'est vrai, désolé chers parents. Et pour les encourager, il faut que ça soit ludique, il faut donner un objectif. Par exemple, on se dit tiens, on va jusqu'à ce parc-là parce qu'il y a une belle vue, on va faire un pique-nique, ou on va s'inventer une petite chorégraphie de danse ce week-end, ou quand on va à la plage, plutôt que de lézarder sur la serviette, on va se faire un beau château de sable. Voilà, il faut que ça reste ludique. Et on n'a pas l'impression de faire du sport. Et on n'a pas l'impression. On bouge, mais c'est pas du sport. Exactement. C'est des choses vraiment toutes simples. L'autre conseil, et là, les parents qui nous regardent vont certainement adorer, c'est de demander à vos enfants de participer aux tâches ménagères. Alors attention, il ne faut pas que ça devienne une punition, mais ça peut être rigolo, hop, d'aller faire une petite vaisselle avec maman, d'essuyer, de balayer. Vite, mon enfant. Oui. Monte sur cet escabeau, fenêtre ouverte. Alors, sans les mettre en danger, bien évidemment. Ah, d'accord. Mais ma fille de 7 ans, pour parler à titre personnel, elle adore faire les vides. C'est génial, je suis heureuse, elle est heureuse, elle bouge, tout le monde est content. Oh, t'es venue chez moi. Ouais. je vous la prêterai si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de problème, elle sera en pleine forme. C'est ça. On va s'en occuper. Voilà. Sandra, on s'occupe de tout. D'accord, parfait. Vous nous disiez quand même que les écrans avaient parfois du bon pour bouger. Et oui, on peut bouger devant les écrans parce que maintenant il y a de plus en plus de jeux vidéo, et oui Emmanuel, qui ne fonctionnent que si votre corps bouge en fait. Il y a des tennis, des petits exemples du tennis. Là on voit les enfants en bas qui s'amusent, boxe, course à pied avec des choses ludiques. Il faut être dans la forêt, il faut combattre des monstres. C'est génial. Vous aviez déjà essayé Emmanuel ? Jamais. Non. Ah non, il faut absolument, c'est rigolo. Serrer en faisant les vitres.
Alors, ils n'ont pas encore sorti un jeu comme ça, mais je pense qu'il y a de l'idée, un jeu où ça nous forcerait à faire de l'activité physique. Bon, en tout cas, vous n'avez plus d'excuses. Voilà, c'est ça. La demande, il faut que vous déposiez le projet. J'ai bien compris. Merci beaucoup, Journée mondiale du cœur. Et donc, on n'oublie pas, en dehors de tous les très bons conseils de nutrition que vous nous donnez régulièrement, de bouger. C'est ça. Et de bien manger. Et de bien manger. Sandra, on peut aussi, évidemment, et parce que ça c'est très bon pour la santé, lire ou relire des livres, et notamment ce grand livre, Des gros mensonges. Merci beaucoup à vous deux, Didier et Christian, de nous avoir rendu visite. Je redonne le nom de Frédéric Rébenard, parce que les illustrations sont quand même très très belles. Très belles. Voilà, et je remonte quand même le bouquin, et vous voyez que voilà, tout ça est très écrit, puisque là vous avez... Non, c'est ici. Oui, voilà. C'est ça. Non, mais ça va. Allez, on arrête cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à toute l'équipe. Colline Hamel pour le maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Et en régie, elle était aujourd'hui assistée par Roxane Sarfati. Pour le son, c'était Alexandre Larochelle pour Elisa Bernardo. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.